If I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en ce début de semaine. Comme d'habitude, on se retrouve pour débriefer le week-end de Ligue 1. Au-delà de la Ligue 1, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes bien retourné au travail de la meilleure des manières. On sait que les débuts de semaine souvent sont pas faciles, surtout début de mois de février, comme ça il fait pas chaud dehors, c'est compliqué de se motiver, donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, de mon côté, ça va super, très content de vous retrouver, très content de vous débriefer une nouvelle fois ce week-end de Ligue 1 qui nous a encore une fois réservé de très belles surprises avec de très beaux matchs. Comme d'habitude, la Ligue 1 ne déçoit jamais et nous on est là pour en parler. C'est pas mal comme slogan, ça je devrais le noter. Mais voilà, comme je l'ai dit, 5 matchs comme d'habitude à débriefer aujourd'hui. La semaine dernière, on était plus concentré sur l'Europe, sur la course en haut du classement. On avait débriefé pas mal de matchs qui étaient importants pour aller chercher ces places qualificatives, que ce soit en Conference League, en Europa League ou en Ligue des Champions. Cette semaine, on se concentre un peu plus sur les missions maintien. 3 clubs qui sont plus engagés que les autres dans cette mission-là, même si il pourrait y avoir d'autres prétendants, sait-on jamais. Si une équipe qui s'écroule, par exemple, en fin de championnat, parce que mine de rien, on est à la 21e journée, il en reste que 13. Mais pour le moment, il y a vraiment 3 équipes qui se détachent dans le mauvais sens, qui sont un peu décrochées. C'est Nantes, Auxerre et Metz. Donc on va parler de leurs matchs ce week-end, qui ont été bien sûr évidemment très importants dans cette lutte pour le maintien en Ligue 1. Donc en termes de débrief, je propose qu'on commence par le Metz-Lille. Ensuite on s'attardera quand même sur le Lens-Rennes qui était important, même si c'est moins en rapport avec le maintien. C'est quand même un match qui avait beaucoup d'enjeux. On regardera ensuite une petite analyse, on analysera plutôt le match entre Nantes et Lyon. Match aussi important pour le maintien des Nantais. Le match entre Auxerre et Paris à la Baie des Champs. Et on conclura par un petit débrief du Classico quand même, parce que c'est pas un match comme les autres. Et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre d'affiche au sommet, tout simplement. Je pense que pour l'introduction, on est bon. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés, pour qu'on puisse commencer tout de suite avec le premier match. Et c'était le premier match du week-end également, je crois, entre Metz et Lille, la Lanterne Rouge qui recevait le 5e de Ligue 1. Deux équipes qui vont pas bien, on va pas se mentir. Si on met les pieds dans le plat, c'est un petit peu compliqué pour les deux. Metz parce qu'ils sont derniers, qu'ils n'ont pas gagné depuis 8 matchs en Ligue 1. Ça nous ramène à mi-novembre, je crois, leur dernière victoire en Ligue 1 pour Metz. Donc pas simple. Dernier, et ils ont de la chance qu'il y a d'autres équipes qui galèrent, parce que je pense que dans une Ligue 1 classique, ils seraient décrochés un peu plus que ce qu'ils ne le sont actuellement. Là, ils ont encore une chance, mais chaque week-end, il y a la petite sensation de dernière chance pour Metz. Et là, il y avait encore plus cette alarme face à Lille, avec l'impératif de prendre des points. En plus, face à une équipe de Lille qui n'était pas en confiance avant le match. Lille qui n'a pas encore gagné en 2026. Ça avait été pas mal la première partie saison. Là, ils sont en train de s'écrouler, notamment après la blessure de Hamza Igaman en finale de la CAN au Maroc. Il y avait des doutes sur leur attaque, sur la capacité d'Olivier Giroud à être titulaire encore aujourd'hui à 39 ans. Je crois qu'il a Giroud, 38 ou 39 ans. Ces doutes-là, ils sont encore présents et ils continuent de persister. Et l'attaque de Lille, elle va pas bien, et ça s'est encore démontré sur ce match-là face à Metz. Un match qui était assez équilibré. On aurait pu croire que Lille mette vraiment la tête des Messins sous l'eau d'entrée de match, et qu'ils attaquent très fort et qu'ils plient ce match assez rapidement. Je pense c'est ce qu'ils ont cherché à faire, on va pas se mentir, mais ils n'ont pas réussi à le faire, notamment de par le fait que Metz a plutôt bien défendu. C'est quelque chose qui est assez rare pour être souligné en vérité. Une bonne défense de Metz en Ligue 1, c'est pas courant. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir Metz craquer, flancher
assez tôt dans les matchs. Et là, c'est vrai qu'ils ont opposé une vraie bonne résistance face à une attaque du LOSC. On en parlait en proie au doute, hein, on va pas se mentir. Sur l'année 2026, il y a eu très peu de buts marqués. Il y a des attaquants qui sont en plein doute. Je pense à Fernandez Pardo, je pense à Félix Correa, je pense à Haraldsson, même Olivier Giroud. Il a marqué contre Fribourg sans penalty, mais à part ça, il y avait une petite disette qui commençait à peser sur le grand attaquant français. Donc c'est un peu des deux côtés, c'est-à-dire que Metz défend bien et Lille attaque mal, et ça résulte dans un match nul où Lille a tenté 7 tirs mais en a cadré qu'un seul. Donc c'est vraiment, je pense que c'est la stat qui reflète vraiment les difficultés lilloises sur cette année 2026, c'est-à-dire que dans la tenue du ballon, leur milieu de terrain, il n'y a pas de souci, hein. Le double pivot André Boisdi, moi j'aime beaucoup. Milieu de terrain, défensivement, j'ai des doutes aussi, donc il n'y a vraiment pas grand-chose qui va. Mais dans la tenue du ballon, dans la circulation, c'est pas mal. Ça manque souvent de rythme, mais bon, ils arrivent quand même à verrouiller, à avoir la possession globalement sur la plupart de leurs matchs. Le problème, c'est que quand ils s'approchent de la surface de réparation adverse, c'est plus la même équipe. Et les matchs faisant, la saison avançant, moins tu marques, moins tu es en confiance et moins tu as de chances de marquer. C'est un peu un cercle vicieux qui se renforce à chaque fois que tu ne marques pas. Et Lille a du mal à se sortir de ce cercle vicieux. Et on aurait pu croire que cette équipe de Metz, qui est la pire défense du championnat, qui est une équipe qui galère souvent régulièrement, ouais, en Ligue 1, face à des équipes, face à n'importe quelle équipe, ils galèrent à défendre proprement. On aurait pu croire que c'était l'adversaire parfait pour les Lillois, mais en fait, en vérité, non, il n'y a pas d'adversaire parfait quand on attaque, elle ne veut pas à ce point-là. Et donc, ça fait 0-0, ça fait match nul, ça fait encore un match sans but de la part du LOSC, ça fait un clean sheet pour Metz quand même à souligner, parce que je parle beaucoup de l'attaque du LOSC et de leur incapacité à se créer des vraies occasions, mais il faut aussi souligner le très bon match de Metz. Solidité, on en parlait, mais aussi en contre-attaque, des attaques rapides. Ils se sont bien appuyés sur la vitesse de Tsitashvili, le Géorgien. En retour d'Habib Diallo, un peu plus en forme, on l'avait vu en difficulté un petit peu sur ses derniers matchs. Là, ça allait beaucoup mieux. Donc non, Metz, faut pas sous-estimer la performance. Ils ont un nouvel entraîneur, Tavenot. Je crois que c'est Bernard. Non, c'est pas Benoît Bernard. Pas sûr. En tout cas, coach Tavenot, on va l'appeler, qui était pour la première fois en Ligue 1, je crois, sur le banc de Metz, si je dis pas de bêtises, ou alors c'était son deuxième match, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment une performance sur laquelle il va pouvoir s'appuyer, parce que le match de son équipe, il est quand même assez encourageant. Il y a pas mal de choses qui ont été bien faites, et ça aurait pu basculer en leur faveur, hein. À la fin, je crois que c'est Abouachvili qui s'échappe, l'autre Georgien de cette équipe messine, il s'échappe et il y a un peu un cafouillage dans la surface, ça aurait pu leur profiter. Si ça avait été une équipe en confiance, je pense qu'ils auraient pris ce match-là. Ils s'en sortent avec un bon point au final, 0-0, match nul, clean sheet. Je pense que c'est un point encourageant pour Metz, alors que c'est un match nul inquiétant pour Lille, qui plonge un peu plus dans la crise, je dirais. Je pense que là, on y est, hein, en crise du côté des Lillois. Ce match nul face à la pire équipe de Ligue 1, selon moi, de ce que j'ai vu, sans leur manquer de respect, Metz, hein, mais depuis le début de saison, c'est quand même l'équipe qui joue le moins bien au foot en Ligue 1. T'arrives pas à marquer, pire défense, ça fait mal. Lille qui est quand même 5e à 33 points, qui reste européen, mais attention, il y a des équipes qui poussent derrière, donc va falloir prendre des points rapidement. Et comme je l'ai dit, c'est un bon point pris de la part de Metz, qui, s'il veut se sauver, va falloir enchaîner les bons résultats, même si les autres équipes, Nantes et Auxerre, on va en parler, sont pas si loin. C'est mieux de prendre et assurer son maintien assez rapidement. Je propose qu'on enchaîne directement avec le deuxième match qui s'est joué, celui-ci le samedi après-midi, si je dis pas de bêtises, à Bollaert, dans le Nord, entre le Racing Club de Lens et le Stade Rennais. Match quand même assez important pour les deux équipes. D'un côté, on a un club de Lens qui voulait récupérer sa première place, perdue il y a 2 semaines de ça face à Marseille. La défaite face à Marseille, ouais, qui avait entraîné la descente de Lens à la 2e place. Et Rennes, qui est dans la difficulté, qui est dans le doute, qui n'a pas gagné depuis le 11 janvier,
qui enchaîne les mauvais résultats. Ça avait commencé par ce match nul au Havre. Il y avait eu ensuite cette défaite en Coupe de France face à Monaco, si je me rappelle bien. Donc pas mal de mauvais résultats qui les ramènent à la 6e place et à ce match face à Lens qui doivent du coup gagner pour relancer une dynamique. Mais bon, on sait que se déplacer à Bollaert en plus, c'est pas simple et ça va être vite montré par Lens qui d'entrée de jeu va imprimer un gros tempo, un tempo Ligue des Champions auquel Rennes n'est clairement pas habitué. Clairement, dans le début de match, ils vont avoir beaucoup de mal à exister. Dans les 5-10 premières minutes, ça va être assez galère pour eux de ressortir le ballon. Mais quand même, ils vont réussir à marquer contre le cours du jeu grâce à un attaquant qui était en proie au doute ces dernières semaines. C'est Esteban Le Paul, l'ancien Angevin qui n'avait plus marqué depuis une dizaine de matchs en Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Là, il est parfaitement trouvé par Arnaud Nordin sur la première occasion rennaise et quasiment le seul moment où il passe le milieu de terrain dans les 20-25 premières minutes. Arnaud Nordin qui s'échappe, la recrue titulaire pour la première fois à Rennes. On est content de le retrouver, le Arnaud Nordin, c'est quand même un joueur marquant de notre championnat. Il s'échappe, passe à l'aveugle dans le dos de la défense lensoise. Esteban Le Paul, il n'a pas besoin de regarder le but, il croise, il marque 1-0. Rennes qui lance parfaitement son match alors que dans le jeu ils sont pris. Ça va pas calmer les ardeurs lensoises qui vont continuer, les Lensois qui vont continuer à mettre un gros rythme. Ils vont essayer vraiment de mettre la tête sous l'eau des Rennais. Ils les savent en proie au doute, donc ils vont en profiter. Au bout de 25 minutes, je dirais, le Rennes arrive un peu plus à sortir le ballon, à s'extraire du pressing très très haut des Lensois, mais ils ont du mal à passer le milieu de terrain quand même. Lens qui va être dominateur et va finir par égaliser par l'intermédiaire de son attaquant Hudson-Edouard. Donc on se rend au vestiaire à un but partout. Et ouais, mi-temps assez partagé dans laquelle Lens a quand même été dominateur et on se dit en deuxième mi-temps ça devrait être en faveur de Lens ce match. Ils l'ont mieux abordé, ils sont supérieurs techniquement, tactiquement face à une équipe de Rennes en doute, un Habib Bey qui comment on dit, c'est quoi le terme, qui tâtonne, qui patauge un petit peu en en tentant des changements, mais ça va pas fort. Et en fait, au retour des vestiaires, c'est totalement le contraire qui se passe. Les Rennais qui sortent en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'envie. Le milieu de terrain, Rongier, Szymanski, Rongier, Mady Camara, pardon, le troisième, commence à prendre le dessus sur le milieu de terrain lensois. Des Moussa Tamari et Arnaud Nordin qui se montrent de plus en plus avec toujours les bons déplacements de Mbolo et Le Paul. Donc sortie des vestiaires, on se dit Rennes a d'autres intentions. Rennes va pouvoir mettre en difficulté cette équipe lensoise qui semblait vraiment dominateur. Et au final, toute l'ironie de ce match, c'est que Lens va finir par marquer contre le cours du jeu à leur tour. C'est-à-dire que Rennes avait marqué en première mi-temps alors que Lens dominait. Et Lens va finir par marquer en deuxième mi-temps alors que Rennes dominait. Par l'intermédiaire de Ruben Aguilar, encore lui. Il avait déjà marqué la semaine dernière pour libérer Lens. C'était face à Auxerre, si je ne dis pas de bêtises. Là, il en va de son but également pour remettre Lens devant. Et ça va partir un petit peu dans tous les sens parce que 2 minutes, il marque son but. Et 2 minutes plus tard, il fait une faute grossière, inutile, manque d'expérience de la part de Ruben Aguilar, qui lui vaut un deuxième jaune, une semelle bête. Deuxième jaune, donc carton rouge pour Ruben Aguilar qui est exclu à l'heure de jeu. Et là, moi je suis devant mon écran, je me dis Rennes a bien attaqué sa deuxième mi-temps. Ok, ils ont pris ce but qui fait mal à la tête, mais ils ont montré qu'ils avaient les capacités de les mettre en difficulté tout simplement. Donc ça va aller à 10 contre 11, ils vont renverser le match et ils vont aller chercher un bon point ou même les 3 points à l'extérieur. Et en fait, pas du tout. En deuxième mi-temps, je pense que Rennes a préféré jouer Lens à 11 contre 11 qu'à 10 contre 11. C'est Lensois qui, on les avait déjà vus, je crois que c'était face à Marseille en début de saison où ils se retrouvent à 10 contre 11. C'était à Bollaert aussi, je crois. Et au final, ils ont encore mieux joué à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. Donc c'est vraiment pas une équipe bonne à prendre quand ils sont en infériorité numérique, pardon. Et Rennes va en pâtir encore une fois, ils vont pas trouver la solution et ils vont finir par encaisser en plus un but de mon joueur du week-end, celui qui a l'award de la Footixerie pour la 21e journée.
Bravo à toi, Alan Saint-Maximin, qui fait une rentrée tonitruante sur le front de l'attaque. Déjà, j'étais très content de le voir signer dans notre championnat de Ligue 1 à Lens pour son retour. Il s'était exilé après son passage à Newcastle en Arabie Saoudite. Là, il revient en France, il signe à Lens. Et il signe surtout un retour, waouh, j'étais complètement choqué de son entrée. C'est vraiment la symbolique de la code, vous savez, Street won't forget you, Alan Saint-Maximin, t'es vraiment le joueur que tu penses être, le joueur du peuple, il rentre. C'est Alan Saint-Maximin, excentrique, dribbleur, provocateur, rapide. C'est tout ce qu'on aime dans le monde du football. C'est pour ça qu'on allume notre télé. Et en plus, là, il en va de son petit but sur une relance de Robin Risser. Il fait un contrôle porte-manteau alors que le ballon, il vient de 60 mètres derrière lui. Derrière, il fait la course pour aller fixer son défenseur et décocher une frappe. Bon, il y a une petite erreur de main du gardien rennais qui n'était pas Brice Samba mais Mathis Silistré. Je crois que c'était son premier match pour le jeune Silistré, donc un peu dur pour lui. Mais Saint-Maximin, le boulot qu'il fait à son entrée, il était complètement en feu. Et vous savez que quand il y a des joueurs comme ça folkloriques qui sont en feu, c'est pas bon à prendre. Donc Lens qui va finir par s'imposer 3-1 dans un match assez fou et très plaisant à suivre. Ils vont reprendre leur place de premier provisoirement, tandis qu'ils vont plonger Rennes dans la crise eux aussi. Et d'ailleurs, ça a été annoncé dans un communiqué, c'était ce matin, je crois, si je dis pas de bêtises, ce mardi matin, Habib Beye viré. Il n'a pas survécu à cette nouvelle déconvenue du Stade Rennais. Je sais pas, j'ai pas encore vu des rumeurs sur un potentiel remplacement du coach Rennais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il entraînera plus les Rennais d'ici. Là, en fait, il est viré tout simplement. Déjà qu'il y avait eu des bruits autour de novembre, comme quoi il avait des petits rics, des petits rififi avec la direction. Là, ça a été acté, il y a eu un communiqué, donc c'est la porte pour l'ami Habib. On attend de voir son successeur, mais ça pouvait plus durer comme ça. Les résultats n'étaient pas là. Et si Rennes veut candidater vraiment sérieusement à l'Europe, va falloir qu'ils se reprennent parce que là, ils sont 6e à 31 points, mais derrière, ça pousse. Donc va falloir se reprendre très rapidement. Une autre équipe qui joue l'Europe et qui est dans cette course plus que jamais, c'est Lyon. Lyon qui se déplaçait sur la pelouse de la Beaujoire à Nantes pour ce match sous haute tension. Je prends un petit coup d'eau avant de débriefer. Mais excusez-moi, j'avais besoin. Lyon qui se déplaçait à Nantes, match important pour les deux équipes. Nantes dans cette course au maintien, j'en parlais dans l'introduction, ça fait partie des 3 équipes qui vont devoir aller chercher des points pour décrocher leur ticket pour un barrage, parce qu'en vrai quand t'es 3 à te battre pour le maintien, tu dois passer par le barrage si tu veux t'en sortir. Et Nantes, ils veulent être cette équipe-là qui va avoir le bonheur de jouer une équipe de Ligue 2 pour son maintien, qui accueillait l'équipe la plus en confiance de notre championnat, je pense actuellement, Lyon, qui sont complètement imprenables. Ils sont en pleine bourre. Qui peut battre Lyon? Qui peut aller les chercher? Ils sont remontés à hauteur de Marseille la semaine dernière. Ils ont battu Lille. Là, ils se déplaçaient face à Nantes en pleine confiance. Donc, c'était un peu David contre Goliath. L'équipe en proie au doute qui affrontait l'équipe en pleine confiance. Donc c'est logiquement, peut-être on peut faire un petit point sur les compos parce que c'est assez intéressant. Lyon qui change très peu de joueurs. J'avais parlé du manque potentiel de profondeur d'effectifs en Coupe de France sur la dernière vidéo. Ça se vérifie un petit peu là. Il y a peu de changements. C'est un peu toujours les mêmes joueurs qui sont titularisés par Paulo Fonseca. De son côté, Ahmed Kantari qui tente de mettre un petit peu du sang neuf avec Mohamed Kaba au milieu de terrain qui est une recrue. Assoumani aussi sur le côté en piston, Ali Youssef aussi qui est une recrue, donc qui tente d'injecter du sang neuf pour débuter une nouvelle dynamique. Mais bon, techniquement, ça reste en dessous de Lyon qui va d'entrée de jeu imposer son rythme, qui va se retrouver techniquement assez au-dessus et qui en plus
vont bénéficier, vous savez comment ça marche, ce genre d'équipe en confiance. Quand tout va bien, tout va bien. Et c'est vraiment, après merci Loïc pour la take, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire que là, Lyon, ils sont imprenables et en plus tout leur réussit. Et c'est eux qui vont ouvrir le score par l'intermédiaire de Pavel Tchouk, qui est à chaque fois assez chanceux, mais je sais pas si c'est de la chance à ce niveau-là. J'ai bien aimé son petit tweet qu'il a fait là à la sortie du match, c'était samedi soir, où il demandait à l'IA de Twitter comment marquer des buts normaux, parce que c'est vrai que Pavel Tchouk, à chaque fois qu'il marque, c'est du genou, c'est de la hanche, c'est une déviation, c'est des buts pas nets, mais il se retrouve meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais. Je crois qu'il est à 6 ou 7 buts. Pavel Tchouk, il marque quand même assez régulièrement, et là c'est une déviation sur une frappe. Donc assez chanceux, mais bon, il la provoque sa chance, et du coup Lyon qui va prendre l'avantage, voilà, sur un petit peu un coup du sort. Derrière Nantes qui va tenter de réagir, mais eux ils n'ont pas la même baraka. C'est vrai que d'un côté tu as une équipe de Lyon totalement en confiance, à qui tout réussit, et de l'autre tu as une équipe de Nantes qui a tapé 3 fois les montants sur ce match-là. C'est totalement terrible, que ce soit sur la tête, je crois que c'est El Arabi qui tape la première fois le poteau, ou en toute fin de match quand c'est cette frappe déviée par Mathis Sabline. Quand c'est Pavel Tchouk, ça va au fond. Quand c'est Mathis Sabline qui la dévie, ça finit sur le poteau. Donc Lyon, vraiment chanceux, et en même temps, est-ce que c'est de la chance? Bon, on dira de la réussite. Et Nantes, qui est l'équipe qui tape le plus de montants en Ligue 1. Donc c'est compliqué pour eux. Des fois dans le jeu ils sont nuls, donc tu as envie de leur dire ouais, ok, tu tapes les montants, mais déjà c'était compliqué de se créer une occasion. Là pour le coup j'ai bien aimé leur match face à Lyon, un match qui bascule en plus aux alentours de l'heure de jeu, avec un geste complètement débile de Hendrick. Bon, Hendrick, petit, minot, en même temps c'est un jeune joueur, mais le talent il est incontestable. Par contre, le regard, il est un peu vide. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur qui fonctionne, sans vouloir lui manquer de respect. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des gestes un petit peu débiles. Et ce coup-ci, ça lui a porté préjudice, parce que ouais, il tente de mettre une balayette ou je sais pas quoi. Il met un vilain coup à un Nantais. Et au final, il se fait exclure, carton rouge direct. Donc il va mettre Lyon un peu dans la panade. Mais bon, comme je l'ai dit, Lyon qui était en pleine confiance, en pleine réussite. Donc au final, ils s'en sortent. Victoire 1-0, même s'ils ont souffert, hein, parce que je l'ai dit, Nantes, ils font vraiment pas un match ridicule sur ce coup-là. Le problème de Nantes, c'est un peu chacun son tour, quoi. Dès que t'as un mec qui fait un bon geste, un bon décalage, après il y a peu de connexion, des Kabela, des Ablin, des Mostafa Mohamed. El Arabi fait une bonne rentrée en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps de Mostafa Mohamed, ça donne envie de se tirer une balle. Mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à tous se connecter, ils ont du mal à être au diapason tous ensemble. Quand il y en a un qui fait un bon truc, derrière l'autre il rate, donc c'est compliqué. Et en plus, quand ils n'ont pas la réussite, 3 fois ils ont tapé les montants, donc c'est vraiment pas de chance. Ça fait au final une nouvelle défaite pour Nantes, qui chute à la 17e place de notre championnat. Ils étaient barragistes, ils sont relégables. Va falloir aller se battre, hein, pour cette place de barragiste, elle n'est pas acquise. Il y a des équipes qui se battent aussi avec eux. Donc ouais, va falloir prendre des points quand ils le peuvent. C'est vrai que quand tu joues l'équipe la plus en confiance du championnat, peut-être tu coches pas la case 3 points directement. Mais ça doit les encourager. C'est une défaite positive, je trouve. Ils ont mieux joué que d'habitude, même s'ils perdent. Il y aura des équipes moins fortes que Lyon, et il faudra s'appuyer sur ce genre de match pour aller chercher les 3 points plus tard. De son côté, Lyon, tout va bien. Même s'ils font pas un match fou, et je trouve que ils ont vraiment de la réussite, parce que déjà contre Laval en Coupe de France, c'était poussif. Là contre Nantes, c'est poussif. Attention, hein, si ça tourne un peu moins, ça peut leur desservir. Pour l'instant, ça passe très bien. Donc tout va bien, ils passent devant Marseille, ils prennent les 3 points, ils sont 3e. Ils vont peut-être regarder vers l'avant au lieu de regarder vers l'arrière. Mais je mets quand même une petite astérix. C'est pas le match le plus rassurant de Lyon que j'ai vu depuis le début de la saison. On verra ce qu'ils sont capables de nous proposer sur cette fin de saison, ou alors s'ils vont être un petit peu à court de carburant. En plus, ils doivent jouer la Ligue Europa plus la Coupe de France. J'ai hâte de voir comment Paulo Fonseca va gérer son effectif.
Une autre équipe qui est en mission maintien et qui recevait pour cette 21e journée, c'est Auxerre qui recevait à la Baie des Champs le club parisien du Paris FC. Match très très important pour les deux équipes. Hein. Auxerre, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Il n'y a pas de victoire sur les 6 derniers matchs, mais le plus inquiétant encore, c'est qu'ils n'ont pas marqué de but depuis le 4 janvier, les mecs. On est le 10 février. Les mecs n'ont pas marqué depuis un mois. Imaginez, vous êtes attaquant auxerrois, ça fait un mois que vous n'avez pas marqué. C'est long, un mois. Hein. Donc là, il était temps de se relancer face au Paris FC, qui eux sont sur une série de matchs nuls en championnat. Les mecs n'ont pas envie de gagner, mais ils ne perdent pas. Quand on ne sait pas gagner, on essaye de ne pas perdre. Ils appliquent parfaitement le mantra, le Paris FC. Série de matchs nuls complètement poursuivis face à Auxerre, parce que je vous spoil, ça fait 0-0. Entre une équipe qui ne marque pas et une équipe qui est sur une série de matchs nuls, ça c'est mon 0-0 sûr. Hein. Ça c'est ma Ligue 1. Je la connais par cœur. J'aurais dû parier là-dessus. Non, ne pariez pas, c'est important. Mais voilà, un 0-0 terne. Hein. Il ne s'est pas passé grand-chose, on va pas se mentir. Il y avait eu peu de changements du côté des deux entraîneurs de Auxerre ou du Paris FC. On essaye de faire confiance aux mêmes joueurs côté Auxerre, avec du Lacine Sinayoko, du Joshua Casimir, du Dani Namasso, du Kevin Danois, du Clément Akpa, des mecs qui sont là depuis le début de la saison. Et quand même, chose importante côté Paris FC, c'était la titularisation de Ciro Immobile. J'en avais parlé déjà en Coupe de France. Là, il était titulaire pour la première fois. Je l'ai pas trouvé ouf. Je trouve qu'il manque de rythme, l'ami Ciro. Je trouve un peu gros, avec tout le respect, évidemment. Je pense qu'il va lui falloir quelques semaines pour vraiment reprendre un rythme convenable et un rythme suffisant pour performer en Ligue 1. Mais même au-delà de Ciro Immobile, j'ai pas trouvé Ilan Kebal en forme, j'ai pas trouvé Maxi Lopez en forme, Moses Simon, c'est l'ombre de lui-même. Donc quand il y a des joueurs comme ça qui ne performent plus depuis... Bon, en vrai, je suis dur avec ces joueurs-là, c'est plus sur ce match-là que sur les dernières semaines, qui ne performent plus, mais match complètement terne, dominé quand même en première mi-temps par le Paris FC, mais ils vont pas trouver la solution, et en deuxième mi-temps ça va complètement s'inverser. C'est Auxerre qui va prendre la maîtrise du ballon, tandis que le Paris FC, je sais pas ce qui leur est arrivé, je sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Peut-être que le discours de Stéphane Gilly, il était un petit peu trop véhément, que les mecs ils ont pas kiffé, mais en tout cas il y a eu deux équipes du Paris FC ce soir encore, c'est pas la première fois que ça arrive. Des Parisiens en première mi-temps. C'était pas non plus la première mi-temps du siècle, on va pas se mentir, mais en tout cas entreprenant, techniquement supérieur à Auxerre. Et en deuxième mi-temps, ils ont complètement reculé le bloc. Ils n'ont plus une seule occasion. Enfin si, il y a cette occasion de Jonathan Iconé en contre, mais en contre, quoi, en attaque placée, il n'y avait rien du tout. Ils n'arrivaient pas à ressortir le bloc, tandis que Auxerre mettait la pression. Mais quand tu mets une équipe qui n'a pas marqué depuis un mois, évidemment, c'est compliqué. Même si Paris, c'est pas les spécialistes pour défendre, Auxerre, c'est pas les spécialistes pour attaquer, donc au final, ça fait un 0-0 complètement logique. Hein. Il n'y a pas de surprise. 0-0 qui arrange aucune des deux équipes. Les deux équipes avaient besoin des 3 points. Paris, ils étaient sur un bon début une bonne première partie de saison, je trouve. Il y avait des choses encourageantes. Il y avait vraiment l'explosion aux yeux du grand public de Ilan Kebal, une équipe cohérente, un Moses Simon qui performait. Là, ça devient compliqué. Là, ils commencent à chuter. Ils sont 15e, ils ont 22 points. Bon, ils ont quand même un matelas d'avance sur le groupe de 3 derrière qui se tire la bourre pour ne pas prendre un point. Mais quand même, attention, s'il y a des mecs qui commencent à gagner derrière, ils pourraient se retrouver dans la sauce. Bon, j'y crois moyen, parce que j'ai l'impression que les 3 Nantes, Auxerre et Metz, ils se battent pour ne pas prendre un point par match. Donc, ils devraient s'en sortir quand même, le Paris FC. Auxerre, le point ne les arrange même pas. La semaine prochaine, ils vont jouer Metz. Ça va être la bagarre une bataille de chiffonniers, où ça va être la première fois que dans l'histoire que deux équipes vont perdre, j'ai l'impression. On sera là pour le débriefer. Le Auxerre-Metz, il risque d'être assez alléchant. Deux équipes qui n'arrivent pas à marquer, qui savent pas défendre. Je sais pas ce que ça va se donner ce match, mais j'ai hâte de le commenter avec vous. En tout cas, Auxerre qui est 16e,
un bon point qui les permet de remonter à la place de barragiste et de passer devant Nantes. Et pourquoi pas, s'ils prennent la victoire face à Metz la semaine prochaine, ça peut être un bon point dans la course au maintien. Je continue de croire, je l'avais déjà dit, que c'est eux qui vont s'en sortir et qui vont être barragistes. Et qu'après, on verra s'ils gagnent leur barrage. Mais en tout cas, c'est eux qui vont avoir la possibilité de se maintenir et ne pas descendre direct. Je vois bien Nantes et Metz. Et en plus, quoique Metz, ils ont fait une performance cohérente contre Lille là, ce week-end. Et Nantes ont fait une performance cohérente contre Lyon. Mais d'habitude, c'est pas ça. Et je pense qu'ils vont retrouver dans leur travers dès la semaine prochaine. Ça m'étonnerait qu'ils enchaînent 2 matchs bons consécutifs, ces équipes-là. En tout cas, on sera là pour en parler dès la semaine prochaine. Très hâte de savoir comment ils vont enchaîner. Pour finir, le Classico, last but not least, le match le plus attendu peut-être chaque année. Les Classicos, que ce soit le Paris-Marseille ou le Marseille-Paris. En plus, cette année, c'est vrai que les années précédentes, on avait parfois des Classicos où Paris comptait déjà 10-15 points d'avance sur son dauphin, donc ça avait un peu moins de saveur. Bon, ils ont toujours voulu fouetter Marseille, Paris. Dès qu'ils jouent le Classico, ils se donnent à 10 000% et c'est pour notre plus grand plaisir. Marseille, pareil, t'as envie de battre l'ennemi parisien, donc ça fait toujours des bons matchs. Mais c'est vrai que les saisons précédentes, c'était souvent assez déséquilibré et il y avait peu d'enjeux. Là, c'était quand même un match avec pas mal d'enjeux parce que de leur côté, Paris, avant le match, ils sont deuxièmes. Lens leur est repassé devant avec cette victoire contre Rennes dont on a parlé. Donc, impératif de prendre les 3 points pour repasser premier. Et Marseille, troisième avec Lyon qui leur est... Enfin, quatrième avec Lyon qui leur est passé devant. Donc, impératif de prendre les 3 points aussi pour retourner sur le podium. Donc ça fait plaisir. Un Classico avec de l'enjeu, on était obligé de se mettre devant. Tout fan de foot, je pense à kiffer ce match-là. C'est un match qui était, en termes d'intensité, niveau Ligue des Champions. On peut s'attarder un petit peu sur les compositions d'équipe, je trouve ça toujours intéressant, les choix des entraîneurs dans des matchs aussi importants. Et en vrai, quand tu vois la composition alignée par Luis Enrique, tu comprends que c'est pas un match comme les autres. Là, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de nanani nanana. Le mec, il a mis le 11 titulaire. Il y avait des blessés, donc il n'y avait pas de Fabian Ruiz, il n'y avait pas de Achraf Hakimi. Mais sinon, c'est du classique. Juste, Barcola remplace Guevara, mais c'est pas totalement illogique parce que Barcola, il est en confiance. C'est un des meilleurs Parisiens ces dernières semaines et c'est le meilleur buteur du PSG à l'heure actuelle. Donc, ouais, c'est vraiment un 11 de légende pour Luis Enrique. Et pareil, côté Marseille, De Zerbi, il a mis ses meilleures armes avec du Timber, du Nwaneri, les 2 recrues titulaires. Juste du Naïef Aguerd qui était pas là, qui avait une petite gêne, je crois, donc remplacé par Benjamin Pavard. Mais vraiment, les équipes types des 2 côtés, parce que c'est pas un match comme les autres. Et tu le sens dès le coup d'envoi que c'est pas un match comme les autres. Paris vont mettre une intensité de fou malade. Ça y est, là, je crois que je suis sûr que Paris monte en température. C'est comme l'année dernière, à partir du mois de janvier, ça devient une équipe injouable. Et ben là, Marseille, ils sont tombés sur une équipe injouable, un peu comme Lille était tombé sur une équipe injouable il y a de ça 2 matchs. C'était il y a 2 journées, le match entre Lille et Paris, où ils avaient pris un 3-0 net et sans bavure. Il y avait eu un petit peu moins bien par la suite. Je crois que c'était face à Auxerre ou c'était face à Metz, je sais plus. Mais en tout cas, tout n'allait pas dans le bon sens pour Paris. Tout n'était pas rose. Si je crois que c'était face à Auxerre. Il y avait des choses qui n'allaient pas, mais là, ça y est, là, quand ils décident de jouer à fond, tu peux pas faire grand-chose. Et Marseille, ils ont pris la foudre. Ils ont pris la foudre directement. Ils ont tenté d'aller presser haut les Parisiens et c'était pas mal joué, parce que Paris, si tu les laisses jouer, tu vas prendre la foudre. Sauf que derrière, si tu vas presser haut, tu peux pas laisser des espaces dans ton dos. Et Marseille, ils ont pas bien géré les espaces dans leur dos. Et quand tu laisses des espaces à Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, bah tu prends 5-0. Voilà, bonjour. Résultat final 5-0. Et c'est globalement parce que Marseille n'a pas su défendre les flèches parisiennes, les attaques rapides parisiennes. Ils ont pris... il y avait beaucoup trop d'espace entre le milieu et la défense marseillaise. Ça n'allait vraiment pas... la manière dont ils ont organisé le pressing. Tu peux aller chercher haut, tu peux prendre des risques dans la pression, mais il faut être sûr de soi. Et surtout, il faut que quand tu serres ton joueur, le mec, il se retourne pas.
Et quand tu laisses des joueurs comme Vitinha, comme Joao Neves, des joueurs comme ça se retourner et orienter le jeu avec des possibilités dans le dos pour Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola, bah forcément tu prends une foudre pas possible. Et en vrai, ils ont rien pu faire, les Marseillais, c'était une catastrophe. J'étais devant mon écran, j'avais de la peine pour les supporters marseillais qui se sont vus humiliés à l'extérieur, au Parc des Princes, comme ça, c'était terrible. Rouler dans la boule et les pauvres Marseillais techniquement inférieurs, ils ont rien proposé de beau. En même temps, j'ai même pas envie de leur en vouloir, pour être honnête. Hein. Je compatis avec eux, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rien faire. C'est le Paris qui a collé 5-0 à l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions, ce que j'ai vu face à Marseille dimanche soir. C'est un pari que tu ne bats pas. C'est un pari où tu prends un point sur un malentendu. Et c'est un pari qui est prétendant à sa propre succession pour la Ligue des Champions, en champion d'Europe. Donc, ouais, Marseille, ils sont tombés sur l'une des meilleures versions depuis la finale de Ligue des Champions du champion d'Europe. Donc, ils n'ont rien pu faire. 5-0, net et sans bavure. En deuxième mi-temps, c'était encore pire qu'en première. Le moral, il était dans les chaussettes. À partir du moment où tu prends 2-3-0, c'est compliqué de revenir dans le match. T'as affaire à un Ousmane Dembélé quand Leonardo Balerdi rate une demi-intervention. C'est même pas un raté, mais il rate un petit peu son intervention. Ousmane Dembélé, il se dit « Ok, Leonardo, je vais prendre le ballon, je vais t'humilier. Derrière, tu vois ton copain Facundo Medina là, je vais le crucifier. Honnêtement, moi, je suis défenseur marseillais. Je prends ce qu'ils ont pris. Je réfléchis à démissionner de mon job. C'est leur taf. Hein, ce qu'on a vu dimanche soir, c'est un taf. Hein. Ils sont payés pour défendre, les mecs. Ce que Dembélé leur a fait sur le but, c'est criminel. Il les a mystifiés. Medina, je sais même pas comment il se relève derrière. C'est assassin, le crochet qu'il prend. Bref, je vais arrêter de les encenser, les Parisiens. Mais c'était vraiment une performance très, très intéressante et de très bon augure pour la Ligue des Champions. Et pour le championnat de Ligue 1, parce qu'on rappelle que même s'ils gagnent ce match-là, ils sont toujours qu'à 2 points de Lens. Hein. Lens est toujours dans le rythme des Parisiens, mais je maintiens que, je l'avais dit un peu plus tôt dans la saison, quand Lens était premier, si Paris se met en route, il n'y aura pas beaucoup de possibilités pour les Lensois. Il va falloir avoir un rythme d'enfer, et je ne suis pas sûr qu'ils peuvent le tenir. Peut-être que l'avenir me fera mentir, mais si Paris joue comme ça les 13 journées qui restent, ça risque d'être champion, hein, cette histoire, et pas que de France, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Paris premier, Marseille pour le coup qui tombe à la 4e place, qui passe derrière Lyon, qui tombe un petit peu dans une forme de crise, parce que les résultats ne suivent plus forcément, hein, pour les Marseillais. Surtout une défaite dans le Classico, c'est pas une défaite comme les autres. Il y avait eu cette belle victoire contre Rennes en Coupe de France 3-0. Mais avant ça, il y avait eu cette élimination en Ligue des Champions, compliqué de l'oublier. Ce match nul face au Paris FC. Donc, tu te fais éliminer en Ligue des Champions de manière bizarre. Tu prends 5-0 au Parc des Princes dans le Classico. Attention, la réception de Strasbourg la semaine prochaine. Attention, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau du tout. Va falloir rebondir très très vite. Pour cette équipe de Marseille, même si Strasbourg reste sur une défaite face au Havre, c'est pas une équipe bonne à prendre. Donc très hâte de voir comment ils vont s'en sortir la semaine prochaine, et très hâte de voir comment ils vont rebondir face à leurs supporters qui, à mon avis, vont leur réserver un accueil particulier au Vélodrome après cette lourde défaite. Voilà pour moi, pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, si vous voulez suivre un petit peu avec moi les matchs le week-end, qu'on se commente tous ensemble. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les supporters de Ligue 1, même s'il y en a des fois qui sont un peu plus aigris que d'autres, c'est la vie de supporters. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter. On se retrouve, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, pour une prochaine vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine, des bisous, et tout simplement, portez-vous bien. Allez, salut!